Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée. Ce midi, elle est romancière, scénariste et réalisatrice, mais elle est aussi avocate pénaliste, une profession qu'elle a embrassée sur le tard, tout comme sa passion pour l'histoire qui l'amène à publier aujourd'hui un second roman historique. Il y en a eu d'autres, avant on en parlera bien sûr. Après Richesse oblige, un voyage dans le temps d'un siècle et demi en arrière, voici que ce nouvel ouvrage, Les Doigts coupés, publié aux éditions Métellier, nous emmène il y a 35 000 ans, à la préhistoire, pour tenter de comprendre comment le cadavre découvert à notre époque au fond d'un jardin de la Dordogne est donc arrivé là. Bonjour Anne-Laure Kerr. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Alors vous savez, Anne-Laure Kerr a une passion pour raconter les histoires depuis les débuts des années 2000 et les premières publications de vos premiers romans. Mais vous avez depuis quelque temps une passion pour l'histoire, avec un grand H, si je puis dire. Comment elle est venue, cette passion pour l'histoire d'abord ? En fait, c'est pas vraiment une passion pour l'histoire, c'est une passion pour la lecture d'ouvrages savants que je cherche à mettre en lumière par le biais du roman. Je me passionne totalement pour par exemple, la sociologie, l'anthropologie, parce que le Richesse oblige auquel vous faites référence, qui se passe en 1870, c'est aussi une passion pour la naissance du capitalisme. Ça me permet une fois que je me suis fixé un objectif d'écriture, ça me permet de lire plein de choses. Je pense que c'est juste une passion de bon élève, de se lancer dans de la documentation à ne plus en finir pour y être noyé avec délices. Pour Richesse oblige, j'ai été beaucoup à la BNF. Ça m'a beaucoup plu de sortir des ouvrages avec des gants blancs pour pas les abîmer, pour lire des journaux de 1869 sur le recrutement militaire, puisque ça parlait de la conscription et de l'achat des hommes pour partir à la guerre. Et là, la préhistoire, je suis allée dans des musées poussiéreux avec des silex poussiéreux où des guides poussiéreux m'ont expliqué la différence entre la Taille-le-Valois et le silex archéléen ou le silex sapiens, le silex aurignacien, puisque l'archéléen étant contemporain de l'aurignacien sont deux cultures d'espèces humaines différentes. Mais voilà, c'est ça qui me passionne. Et peut-être parce que à l'origine, je suis un cancre et avec l'âge, j'ai appris à m'intéresser à la culture. Mais la culture, c'est pas pour tout le monde, parce que la culture, c'est ardu. En fait, la culture et l'instruction, c'est la seule chose qu'on peut pas acheter. Et dans un monde matérialiste comme aujourd'hui, pour vous cultiver, faut s'y mettre, quoi. Et vous pouvez être aussi riche que vous voulez, vous ne serez pas plus instruit. Donc, mais la culture aussi, passer par le roman, c'est comme passer par la fiction audiovisuelle. Ça permet d'apprendre des choses aux gens. C'est ça qui m'intéresse. Et donc voilà, c'est pour ça que cette fois-ci, je me suis plongée dans la préhistoire. Mais c'est pas un goût pour l'histoire, c'est un goût pour le savoir plutôt. Et pour ce rôle de passeuse aussi, c'est-à-dire que vous rentrez dans ces sciences en quelque sorte, et vous estimez, vous voulez en tout cas avec votre roman essayer de nous faire rentrer avec vous dans cette histoire et dans la préhistoire. Donc, puisque je l'ai dit, dans Les Doigts coupés, il y a une double narration, cette grotte qui est découverte en Dordogne et qui nous emmène ensuite il y a 35 000 ans, et puis il y a ce rôle aussi de cette paléontologue qui mène une sorte de conférence de presse et qui explique ses découvertes qu'elle veut garder secrètes et qu'elle veut s'approprier. Tout ce travail, vous l'avez fait à partir de l'ouvrage d'une ethnologue qui s'appelle Paola Tabel et qu'on écoute. Les filles sont en général, dans presque toutes les sociétés, sont obligées de se marier très très jeunes. Le plus souvent totalement contre leur volonté. Le sexe lui est imposé carrément. D'un côté, souvent par les coups, mais de l'autre côté, par une forme de persuasion. C'est-à-dire, on lui dit, si tu n'acceptes pas ce mari, qui va te donner à manger ? C'est ce que j'appelle l'échange économico-sexuel, c'est-à-dire un échange basé
sur du côté de l'homme, donner quelque chose, dans ce cas-là, l'accès aux viandes, et du côté de la femme, accepter bien ou mal le sexe. Cette dépendance, qui est une dépendance matérielle et qui est une dépendance due à une interdiction d'utilisation des armes, à un moment donné se double d'une forme de reconnaissance, de dépendance psychologique. Le mari est le mari nourricier. Il y a une violence extrême dans ces rapports et en même temps, c'est vraiment un ensemble assez complexe de conditionnement. La voix donc, Anne-Laure Kerr, de l'ethnologue Paola Tabé. C'est une archive de 2014 du média Le Blob. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les découvertes de cette ethnologue, à tel point que vous en avez repris le titre, puisque son ouvrage s'intitulait Les doigts coupés, une anthropologie féministe, paru à la Dispute en 2018. Et en hommage, vous avez repris cette expression, ce titre, Les doigts coupés. C'est parti quand j'écris un roman, je veux que ça soit le plus fluide possible. Vous savez, les mauvais romanciers, ils ont une histoire, ils la racontent, mais l'habitus des gens, ils s'en foutent totalement parce que finalement leurs caractères sont très peu construits et que par exemple quelqu'un devient criminel comme ça lui tombe du ciel, on ne sait pas pourquoi. Or, pour passer la ligne, il faut tout un conditionnement qui date de l'enfance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des personnages qui ont un passé et qu'ils agissent. Et quand le lecteur les voit agir, le lecteur est porté par le personnage parce qu'à sa place, il aurait fait exactement la même chose. Mais pour faire la même chose, il faut construire sa personnalité pour le conduire à faire cette chose. Et donc... j'ai commencé à étudier les populations de chasseurs-cueilleurs, puisque ça se passe à l'époque de l'Orignacien, donc nous sommes sapiens et chasseurs-cueilleurs. Et Paola Tabet est la première référence. J'ai pas commencé par Paola Tabet, j'ai commencé par Priscille Touraille, qui a écrit Homme grand, femme petite, à savoir pourquoi est-ce que les femmes sont plus petites que les hommes, alors qu'au Paléolithique, elles ont la même taille. Comme les chevaux. Les chevaux vivent en liberté avec un accès à la nourriture infini. Chez les herbivores, les mâles ont la même taille que les femelles. Alors quand je dis ça, les gens disent « ouais, mais chez les animaux, les femmes sont plus petites ». C'est pas vrai. Quand il y a un accès total à la nourriture, les mâles et les femelles ont la même taille. Et ce qui était le cas avec les êtres humains. Et au moment de l'établissement de l'humanité grâce à l'agriculture et la création des villages, etc., la nourriture est devenue un moyen politique de contrôler les femmes. De domination masculine sur les femmes. C'est ce que Paola Tabet appelle le socle de la domination masculine. C'est de Priscille Touraille que je suis arrivée à Paola Tabet, parce qu'elle définit... elle essaie de cerner ce qu'elle appelle le socle de la domination masculine, qui est l'accès à l'outillage. L'outillage pour façonner des matières dures. Les femmes sont systématiquement exclues de la fabrication des armes et du façonnage des matières dures. Si elles ne peuvent pas fabriquer des armes, donc elles ne peuvent pas les chasser, donc elles sont confinées, on peut dire, à des tâches qui sont autour de la hutte ou autour du village, de s'occuper des enfants, collecter les végétaux, faire à manger, etc. Mais dès qu'il y a chasse et de protéines, elles n'y ont pas le droit. Donc ça, c'est le domaine réservé des hommes, et c'est ce qui est incarné dans votre roman par ce personnage principal qui s'appelle donc Oli, qui est une jeune femme dans cette tribu et qui se voit être en opposition frontale avec le chef de cette tribu qui s'appelle l'oncle aîné. Et Oli, le problème, c'est qu'elle ne rentre pas dans ces cases qu'on veut assigner aux femmes, puisqu'elle veut chasser. Elle va d'ailleurs chasser, et cette chasse, le fait qu'elle fasse cette transgression va lui coûter ses doigts. Alors ça ne lui arrive. Alors comme ce que je vous ai dit précédemment, ça ne lui arrive pas comme une épiphanie du ciel. Oli, elle naît dans une toute petite tribu. Comme à l'époque, il y avait 600 000 individus sur Terre, donc c'était vraiment des petites cellules familiales. Elle est née dans une petite tribu
Mais quand vous naissez dans une famille et que la famille se comporte d'une certaine manière, vous vous comportez comme ça. Ça n'arrive pas comme ça, la transgression. Sauf que Holly, la construction de son personnage, c'est qu'elle a un frère jumeau. Et un frère jumeau qui a tous les droits, elle n'en a pas. Ce qui est profondément injuste déjà, ça crée un sentiment d'injustice à la base de chaque jour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une règle dans la tribu qui est extrêmement simple, c'est la femme, c'est le cercle, l'homme, c'est la ligne. La femme, c'est le cercle parce que sa vie est cyclique. Elle a des règles, des enfants, des allaitements, des règles des enfants, des allaitements, des règles des enfants, des allaitements, etc. Les enfants sont dans la hutte, elle tourne autour de la hutte, elle fait des choses autour de la hutte. L'homme, c'est la ligne. Il a un phallus, il va tout droit, il va loin de la hutte, il chasse, il fait des armes, il lance des lances. Mais il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas comme son frère. Et à l'occasion d'une rencontre, tout d'un coup, elle se rend compte qu'il y a ailleurs, en dehors de la famille, des femmes qui chassent. Et c'est là que devient la révolution. Et pour éviter le chaos, et ce qui est le cas dans toutes les sociétés patriarcales traditionnelles, on a toujours empêché les femmes de marcher loin de l'endroit où elles sont. On leur a mis des chaussures trop petites, on les a entravées, on les a interdits de sortir. Enfin, c'est multiple, toutes les entraves au mouvement des femmes loin de la hutte qui existe. Et aussi, il y a une population, justement, qui coupe les doigts des femmes, qui est donc les Dani, dont parle Paola Tabet. Et c'est pour ça qu'elle dit que les doigts coupés, c'est métaphorique sur la situation de la femme. Il y a une tribu en Papouasie-Nouvelle-Guinée où les petites filles, on leur coupe les doigts. Et elles n'ont plus que 2 doigts qui travaillent, c'est-à-dire le pouce et l'index, pour tenir un bâton. Et elle ne pourrait rien faire d'autre. Anne Lorca, pourquoi vous avez dit que vous étiez fascinée moins par l'histoire que par le savoir. Pourquoi le fait d'avoir appris ça vous a fasciné et vous a donné envie d'écrire là-dessus? Parce que c'est extraordinaire, quoi. Enfin, moi, la domination masculine, le fait que... Non. Je me suis fixée quelque chose, un objectif, je voulais raconter, parce que c'est un roman noir. Je voulais raconter... Le roman noir, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui dans la société rend l'homme criminel? Voilà, l'événement, la pression sociale, etc. Qu'est-ce qui fait basculer l'homme dans la criminalité? Et je voulais raconter le tenter, le point zéro où le monde est parti en sucette, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pas Adam et Ève, mais voilà, Holly. Holly. Et Holly a été spectatrice de quelque chose. C'est une théorie qui m'est propre. Hein. J'ai peut-être tort, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ce jour-là. Mais pour moi, c'est ce jour-là. Et c'est l'information qu'elle est allée colporter le long de la rivière qui a créé le chaos dans toute l'humanité. Et cette information, je le dis, je spoil pas, c'est ce qu'on appelle la conscience reproductive. C'est-à-dire que la mort, chez l'être humain, c'est l'impasse métaphysique complète, la question super angoissante à laquelle on n'a pas de réponse. Et donc, elle raconte son oncle qui a peur de la mort, qui à un moment coupe un chasseur en 2 pour regarder où est son copain à l'intérieur de son ventre et qu'il ne le trouve pas. On n'imagine pas ce que c'est pour nos ancêtres. Enfin, des choses tout connes comme la nuit, c'est quoi la nuit? Où va le jour quand vient la nuit? C'est quoi les étoiles? Est-ce que c'est une peau qu'on met sur le soleil avec des trous? Et où va la mer quand elle coule? Est-ce qu'elle coule au bord du monde? Elle va où? Et puis pourquoi elle monte, elle descend? Et la vie, c'est quoi? Et la mort, surtout, c'est quoi? En moins 300 000 ans, on enterrait déjà les morts. Donc il y a vraiment une impasse métaphysique qui a toujours existé. Et donc, cet oncle aîné, il a très peur de la mort. Et tout d'un coup, il trouve une façon d'enjamber la mort. Et cette façon d'enjamber, ça s'appelle la conscience reproductive. C'est-à-dire, tout d'un coup, les êtres humains ont compris que le sexe donnait des enfants. Si le sexe donne des enfants, la femme qui portera l'enfant, elle portera la chose qui permettra à l'homme d'enjamber la mort. De quel droit elle lui refuserait le fait d'enjamber la mort? C'est tout simplement ça. À coup de coups dans la gueule, à coup de privation, à coup de tout ce qu'on veut, elle portera l'enfant, elle portera le fils qui continuera le nom, qui continuera les armes. Et c'est toute l'histoire de l'humanité. Et c'est ce jour-là, c'est le jour où on a compris que le sexe donne des enfants, parce que, en fait, c'est pas du tout évident, quoi. Il y a une scène d'ailleurs dans votre roman où, entre femmes, elle se rend compte pourquoi est-ce que Holly, elle ne tombe pas enceinte. Les sociétés, ce qu'on appelle les sociétés matrilinéaires,
Alors, depuis 2012, on décode le génome fossile. Et on s'est aperçu que les populations qui sont dites matrilinéaires, c'est-à-dire où les frères et les sœurs d'une même mère vivent ensemble, les hommes ont une sexualité ailleurs, font des enfants dans d'autres tribus, mais reviennent et vivent avec leur mère et leurs sœurs et les enfants de leurs sœurs. Chez les primates, par exemple, c'est le cas. Un chimpanzé peut tuer son enfant, mais il protégera toujours l'enfant de sa sœur. Parce que l'enfant de sa sœur, c'est le sien. Il est de sa lignée. Il sait que sa sœur, elle a grandi et a bu le lait dans les mêmes mamelles de la mère, donc c'est de sa famille. Mais son enfant, ils n'ont pas de conscience reproductive. Et ben, les humains, à un moment, c'est arrivé dans leur tête, mais ils ne le savaient pas. Et il y a des tribus encore qui ont été étudiées au début du XXe siècle qui n'avaient pas conscience de cette conscience reproductive. Mais le jour où elle arrive, cette conscience, vous imaginez bien qu'on ne va pas laisser les femmes tranquilles. Et j'ai discuté avec une universitaire qui à l'ENS, prof à l'ENS, qui s'occupe du genre. Et je lui dis, mais en fait, il n'y a aucune solution. En fait, on se prendra toujours des coups dans la gueule parce que c'est la seule solution, c'est la seule réponse métaphysique qui existe dans l'humanité. C'est ça, c'est le fait qu'une femme va porter une descendance. Si elle veut pas. Si on en revient à votre roman Anne Lorker, Holly par exemple, elle ne veut pas justement. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas avoir de relations sexuelles avec les hommes. En tout cas, elle ne veut pas servir d'outil sexuel, puisque c'est comme ça que c'est décrit dans votre roman. Elle sort du cercle, elle part à la découverte, elle s'éloigne effectivement de cette tribu. Donc voilà, c'est une forme de grain de sable dans cette histoire qui s'est construite. Et d'ailleurs, elle le dit. Et elle dit, j'ai compris pourquoi vous nous interdisez de chasser. C'est un personnage qui a du caractère, une héroïne qui a du caractère et qui sait observer et qui comprend ce qui se passe autour d'elle. La vérité, dit-elle, c'est que vous mourrez de peur qu'on découvre que vous ne servez absolument à rien. Oui. Bah oui. Elle parle aux hommes. Ils ne servent absolument à rien, à part à poser une graine pour créer une descendance. Qui est quand même pas mal. Qui est très important d'ailleurs. C'est pas une haine des hommes, mon livre. Il y a un moment, il y a un homme qui lui apprend le plaisir. Je veux dire, c'est pas du tout ça, mais c'est la vérité. Si c'est facile de dire, et c'est ça aussi le centre de l'anthropologie féministe, c'est dire, de toute façon, toi, tu n'y arriveras pas. Tu sais pas, tu n'y arriveras pas. Tu peux pas réparer le tracteur. C'est un truc d'homme. Laisse, je vais faire. Laisse, je vais faire. Ça, cette phrase, laisse, je vais faire. Ça dit, de toute façon, tu fais mal. Heureusement que je suis là, je vais faire. Eh bien. Donc, de toute façon, toi, tu fais donc mal. Donc, heureusement que je suis là, laisse, je vais faire. Mais c'est atroce. Parce que c'est beaucoup plus facile de laisser faire. Mais laisse, je vais faire, ça met aussi la personne qui dit laisse, je vais faire dans une position de sauveur. Vous avez parlé du mal, mais où est le mal, là ? Je parle du mal M-A-L. Comment on devient criminel ? Parce que c'est un roman noir, vous l'avez dit. Mais là, qui est dans la position du coupable ? Est-ce que c'est les hommes qui acquièrent cette conscience reproductive tout le monde. Là, dans l'histoire, il y a plusieurs morts, il y a des enfants qui tuent des adultes. Donc à partir du moment où on sait comment contrer la mort, c'est le moment où on la donne, c'est voilà, ça ? Exactement. Il y a une femme qui tue un homme. Lui, elle tue pas vraiment le monde, c'est tout autour d'elle. En fait, elle, avec sa révélation que le sexe donne des enfants, en fait, elle sème le chaos absolument partout où elle passe. La guerre et le chaos, en fait. Et ça commence chez elle et ça continue sur tout son trajet jusqu'à arriver au bout du monde, qui pour la préhistoire étant la mer. Elle arrive au bout du monde et elle sème le chaos. Et arrivée à la tribu de la mer, on lui explique que en fait c'est une plaie, quoi, et ça serait mieux qu'elle parte. Donc elle retourne dans l'autre sens. Je ne prends pas du tout les faits de la vie quotidienne en réalité. Alors certainement pas ceux des journaux, qui sont parfois fascinants et passionnants, mais je m'inspire jamais quand je vois un fait précis dans un journal, je m'empresse de l'oublier parce que je veux pas le voler, parce que ce fait précis, dramatique, donc appartient toujours à des gens, vrais gens, qui l'ont vécu en vrai.
Et je trouve que je suis incapable d'exploiter une histoire qui a appartenu à des vrais gens. Et pourtant, il y en a des belles. Mais c'est hors de question de faire son beurre avec le drame des autres, non? Donc il vaut mieux de façon inventer. Et surtout inventer parce que le roman policier, à mon avis, ne cherche pas, je ne cherche pas à faire des romans policiers réalistes, malgré les apparences, en fait. C'est plus le réel qui m'intéresse dans une histoire que la sensation du réel, que le réalisme, au sens du vérisme. Donc je cherche pas à ce que je cherche à ce que ce soit vraisemblable, mais pas à ce que ça ressemble réellement à la réalité. C'était la voix de la romancière Fred Vargas, très connue pour ses polars, dans l'émission Attention la littérature. Waouh, quel titre d'émission sur France Culture. C'était le 16 janvier 2000. Anne Lorca, vous avez dit, et on en a parlé déjà un petit peu, que c'était un roman noir. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette écriture-là, dans cette façon de raconter les faits divers, aussi de raconter ce qui bascule dans la société à un moment donné, et ce qui, dans un meurtre, dans un fait comme ça qui paraît personnel, fait réfléchir la société, parce que c'est ça aussi l'objectif de votre roman. Ce que Fred Vargas, j'ouvre une parenthèse, ce que Fred Vargas dit, je suis tellement d'accord. En fait, je pense que les gens qui, alors on va me trucider, hein. Utiliser les faits divers, c'est vraiment un manque d'imagination total. C'est pour ça que je suis un peu contre le livre de flic et de magistrat. Et bien que moi je sois avocate, mais je me suis jamais servie de nos dossiers. J'ai plein de confrères qui me disaient moi j'ai bien 2-3 affaires sous le coude, je pourrais écrire des romans. C'est nul, en fait. Elle a raison, utiliser les malheurs des gens. C'est même pas une question d'utiliser, c'est que le réel, il est sec, c'est pas fantastique, quoi. Fred Vargas, c'est universitaire. Il y a tellement de belles choses dans la culture pour pouvoir bâtir une histoire, quoi. C'est utiliser des vraies histoires, sauf pour les livres de journalistes qui font ça très bien, mais pour les romanciers, franchement, ça n'a aucun intérêt. Pour revenir à votre question, je sais pas quoi vous répondre. En fait, c'est des épiphanies qui m'arrivent sur la tête quand j'écris des romans. Tout d'un coup, il se passe quelque chose dans ma vie. Je me dis, là, il y a un sujet. Mais il peut se passer rien du tout pendant 3-4 ans. C'est pour ça que j'écris pas beaucoup de livres non plus, hein. Alors, c'est sûr, moi, j'ai eu un succès avec La Daronne. J'aurais pu écrire La Daronne, le retour, Joue et gagne, La Daronne et les extraterrestres pour gagner de l'argent, mais c'est d'une pauvreté totale, quoi. Mais quelle va être la prochaine idée qui va me venir? Enfin, je veux dire, c'est pas évident du tout. On parlera de La Daronne tout à l'heure, mais peut-être puisqu'on parlait du fait divers. Et pour le noir, c'est pas le fait divers. Moi, j'ai toujours été fascinée. Alors, c'est pas le cas dans Les Doigts coupés, mais tout ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, c'est le rapport entre l'argent et les bons sentiments, qui crée quelque chose d'un peu dégoûtant, qui me fait assez plaisir à raconter. J'ai écrit un film en papier qui ne s'est pas fait, qui est L'amour maternel tarifé. C'est les nounous noirs qui gardent des enfants blancs à Paris, d'après une étude d'une ethnologue, qui m'avait absolument passionnée, quoi. C'est en quoi le politique rentre chez vous quand une nounou garde vos enfants et que vous ne voulez pas le voir. Alors que la plupart du temps, elle laisse un enfant en Afrique pour venir garder les vôtres, et que vous ne voulez rien savoir, ni où elle habite, ni comment elle vit, etc. J'adore la notion de défense pénale face à l'argent. Évidemment, avocat, c'est pas du tout pour défendre la veuve et l'orphelin, c'est un métier qu'on choisit pour gagner de l'argent. Et la liberté est quelque chose de tarifé. T'es innocent, t'as 10 000 €, ouais, je vais te défendre. C'est ça qui est un peu cracra et qui est sympa à raconter. Sauf quand on est commis d'office, le titre de votre premier Ouais, roman. sauf quand on est commis d'office, et c'était justement ça, c'était en creux, raconter le rapport entre l'argent et la défense. Mais il y a aussi d'autres sujets qui me passionnent. Je rassemble des documents depuis des années, mais je n'arrive pas à écrire le livre, sur la charité tarifée. Les gens qui marquent en bas de leur CV d'école de commerce, pouponnière à Calcutta, ou les mécènes, par exemple. Humanitaire à tel endroit, etc. Toutes ces sociétés américaines qui envoient des gens faire de l'humanitaire où il faut toucher des pauvres. Il y a une étude sociologique qui s'appelle « Suzanne n'est pas contente parce qu'elle n'a pas touché de pauvres ». Mais c'est absolument génial. Tout se monnaie.
Mais le bon sentiment, ce Monet est encore. C'est bien de le raconter parce que en fait, ça énerve les gens si je raconte ça, parce que tout le monde a envie d'être sympa et généreux. Voilà. Et à part les doigts coupés, et donc je reprends mon ancien bouquin, Richesse oblige, c'est des gens qui achetaient des hommes, et ça concerne tous les Français, puisque la conscription a concerné, le tirage au sort par conscription a concerné tous les Français pendant un siècle, mais tout le monde a oublié qu'on tirait au sort et quand on tombait au sort et qu'on était bourgeois, on achetait un homme. Et c'est fantastique. Il y a une partie des Français qui sont vendus, une partie des Français qui en ont acheté. Mais c'est pareil, on achète quelque chose pour partir à la guerre à votre place. Là encore, c'est un rapport entre argent et mort. C'est ça qui conduit toute mon œuvre, sauf là. J'ai envie de revenir du coup sur votre carrière d'avocate, puisque vous devenez avocate après avoir débuté une carrière dans le monde audiovisuel, où vous avez notamment travaillé chez France 3 Cinéma, où vous étiez directrice de production, c'est ça? Non, directrice financière. Directrice financière. Et puis cette envie de devenir avocate. Alors je vous pose la question, puisque est-ce que c'était pour gagner beaucoup d'argent? Ça a commencé d'une manière totalement différente. En fait, j'ai eu un accident de voiture qui m'a complètement ratatinée. Et puis, après chaque moment épouvantable de mon existence, je change d'existence. Et là, c'était le cas. Donc, travailler dans l'audiovisuel, à lire des scénars des autres et à me voiler la face en disant que j'étais une réalisatrice ratée et que je faisais ça parce que je n'osais pas passer à l'acte. J'ai fait des études de droit et je me suis dit, allons dans un univers narratif à 100%. Et c'est pour ça que j'ai passé le barreau, j'avais 33 ans, et je suis allée chez le seul patron qui était prêt à m'accepter avec mon profil, et c'était un pénaliste très très roublard et très très haut en couleur qui m'a appris le métier, et où j'ai rencontré mon mari, et après je me suis installée avec lui. Mais c'est comme ça que c'est arrivé, parce que c'est quand même une matière hautement narrative, le pénal, puisque chaque personne a une histoire pas possible, donc... C'est pas pour l'argent. Après, l'argent, oui, vous pouvez pas. Enfin, c'est un métier qu'on fait pour l'argent. Sinon, c'est comme tous les métiers. Journaliste, vous voulez gagner votre vie. Pénaliste, vous voulez gagner votre vie, sauf que c'est une profession libérale. Donc, d'autant plus. D'autant plus. Profession libérale, vous avez des charges. Pour être avocat, vous devez déjà payer au début du mois votre assurance, vos cotisations. Enfin, c'est cher d'être avocat au départ. Où se fait la bascule avec l'écriture, justement? Quelques années d'expérience en tant qu'avocate, et puis vous inventez ce personnage d'avocat parisien, vous sortez une première trilogie avec Commis d'office, Toile de maître et Grand Ixo. À quel moment est-ce que vous vous sentez c'est tout simple. écrivaine? Au début, j'ai commencé comme tout le monde en étant commis d'office, et puis vous savez, c'est un métier hautement symbolique. On n'imagine pas qu'il y a des avocats smicards qui mangent des sandwichs à midi et qui n'ont pas un rond, quoi. Et c'est ça que j'avais envie de raconter aussi, le quotidien de l'avocat, oui. Le galérien du pénal. Parce que en allemand, il y a un titre qui est bien meilleur qu'en français, ça s'appelle Der Lumpenavocat, le Lumpenprolétariat de la justice. Ouais, commis d'office, en province, il y a des gens qui font que ça, et à Paris, non, parce qu'on se bat plutôt pour avoir une commission d'office qu'autre chose, parce que il y a plein de jeunes qui commencent, mais c'est la seule façon de faire de la clientèle au pénal. Et vous faites des gardes à vue de nuit aussi, dans des commissariats dégueulasses. Enfin bon, il y avait plein de choses à raconter. Dès que j'allais dans des dîners en ville, entre guillemets, je racontais ce que je faisais, les gens étaient les yeux écarquillés en disant « mais c'est extra » et tout ça. Mais j'avais pas envie de raconter un fait ou une affaire sur laquelle j'étais. Ce qui m'intéressait, c'est de raconter ce qu'on vivait au quotidien. Tous les paradoxes qu'il y avait, genre vous êtes commis d'office et si le mec va pas en tôle, vous touchez pas vos indemnisations de commis d'office. Donc, je veux dire, c'est quand même compliqué quand on est commis d'office de se dire, là, je me tapais toute la journée pour mettre un mec en liberté, mais si je mets un mec en liberté devant le juge des libertés de la détention, je touche pas ma journée. Donc, voilà, c'est ça que raconte commis d'office. هي الصورة. واتسا 4500 كيلو سلام خيرة. نساعدكم إذا تدوا أكثر من 50 كيلو. نادي لكم شي حاجة. واه cher. Si vous faites la barrette de 10 à 60, ça vous fait 75 000 de marge.
Et je veux l'argent direct. Et s'il manque un papier, je travaille plus avec vous. D'accord? Vous avez mon numéro? Lâche-toi, plus c'est quoi? Plus, c'est plus. Beaucoup plus. Mais déjà que tout se passe bien entre nous, et après on voit. 225 000 au parking de Fleury. Quand vous avez l'argent, vous me prévenez. Mais quel parking? Ouais, c'est celui de la prison, là. Oui, bien sûr. Vous pensez tout de même pas qu'on va faire l'échange dans votre salon? Oh, non. Ma tensouche. Fi téléphone, dis ma berabia. Extrait du film La Daronne de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, sorti en 2020, une adaptation de votre roman éponyme Anne-Laure Kerr. La Daronne, Anne-Laure Kerr, c'est d'abord le portrait d'une femme que vous avez voulu réaliser. Il y a une rupture dans ce que vous avez écrit. Vous avez laissé tomber le côté l'intérieur de la justice, cet avocat parisien, pour dresser ce portrait d'une femme. C'est qui cette femme? Tout le monde me dit que c'est un livre comique. En fait, c'est l'histoire d'une vie complètement ratée. Et c'est super triste comme livre. C'est l'histoire. D'abord, le livre et le film sont différents puisque c'est moi qui ai écrit le scénario. Donc pour l'adaptation, tout le passé qui a créé ce personnage, on ne pouvait pas l'écrire. Mais son enfance et sa vie, c'est la mienne. En fait, j'avais commencé à écrire une biographie dans des grands moments de détresse et puis sur ma famille et puis c'est venu avec cette idée de la traductrice, c'est tout avant tout le monde puisque les policiers ne parlent pas la langue qu'elle traduit. Cette daronne, c'est donc une quinca, pardon, je dis pour les auditeurs, qui travaille avec les stupes et qui traduit judiciaire, qui traduit les échanges téléphoniques entre les dealers. Les échanges téléphoniques et quelqu'un qui traduit a des yeux que la police n'a pas puisqu'elle a tout avant. Il y a les écoutes, elle les reçoit en direct. Et après, elle les retranscrit pour que les policiers arrêtent les gens. Mais si elle peut retranscrire ce qu'elle veut, en fait. Et j'ai eu cette idée, j'ai commencé à écrire un roman policier. Et puis, j'ai collé ce que j'avais écrit sur moi à la vie de la daronne, en changeant des choses, en les caricaturant un peu. Et puis, pour créer justement cet habitus qui fait que tout d'un coup, on peut franchir la ligne jaune comme ça, pas comme dans des mauvais romans où on devient tout d'un coup truand, on ne sait pas pourquoi. En fait, elle vient d'une famille très spéciale et elle passe la ligne de manière extrêmement naturelle parce que la société est trop violente avec elle. Et c'est les traducteurs, un jour les traducteurs judiciaires m'ont dit, parce que j'avais rencontré des gens qui ont 80 ans, que je rencontrais souvent dans les commissions d'office, dans les permanences, et je dis mais pourquoi vous prenez pas votre retraite? Et ils me regardent, c'était un couple de Libanais, et ils m'ont regardé en disant mais on n'a pas de retraite, on est payé au noir par le ministère de la Justice, et donc on n'a pas de retraite. Et là je me suis dit voilà, c'est une vengeance sociale. Je veux dire, quand on se retrouve à 55 ans à payer l'EHPAD à 3 000 euros pour sa mère, que toutes les économies sont parties dans les études des enfants, et c'est aussi 50 ans, c'est l'âge que moi j'ai ressenti dans la pression extrême, c'est-à-dire vous avez des gosses qui ont envie de partir et les vieux qui meurent. Donc vous êtes complètement pressurisé entre deux tranches de pain qui font que vous n'avez plus de vie économique, tellement votre argent part pour tout le monde. Et donc, à un moment, elle dit, mais en fait, j'avais des économies pour ma vie, je n'ai plus rien à cause de cet état. Donc, allez vous faire foutre. En fait, je vais mener ma petite barque. Et voilà, et cette décision, elle est facile à prendre parce qu'elle a ce passé-là. Et ce passé-là, j'ai collé le mien à mon personnage. Voilà. Anne-Laure Kerr, quel est le rôle de la romancière que vous êtes, de l'écrivaine que vous êtes aujourd'hui? Raconter des choses, on l'a dit, sur l'intérieur de la justice. Là, aujourd'hui, vous avez aussi l'idée de faire de raconter des sciences, de raconter l'histoire. Comment vous voyez-vous votre position, votre rôle? Moi, je n'ai pas l'outrecuidance de croire que j'ai un rôle. Je fais pour moi. Ça me plaît de lire des choses et de les transformer en histoire. Je pourrais dire, parce que ça fait bien que je le fais pour les gens, mais je le fais d'abord pour moi. Parce que étudier
pour raconter quelque chose. C'est comme... c'est ça un artiste, quoi. Un artiste, c'est... parce que je ne vois pas très différente d'un peintre ou d'un sculpteur. On fabrique un objet, même si c'est un livre, on fabrique un objet avec sa sensibilité, puis avec pour ce que moi j'écris, avec ce que j'ai appris. Et pour pas que ça soit aussi indigeste, je montre une chose que j'ai faite avec les morceaux de choses que j'ai glanées à droite à gauche, comme de la terre. Il y a se raconter soi. Vous l'avez dit, une part autobiographique, mais il y a aussi montrer des choses. Tous les écrivains se racontent eux-mêmes, tous les personnages, c'est leurs potes, c'est leur famille, c'est, je veux dire, écrire créer un personnage, c'est faire vivre 26 lettres de l'alphabet. Enfin, regardez ce qu'il y a dans un personnage, il n'y a que 26 lettres de l'alphabet, c'est rien. Et vous avez créé une vie. Et vous avez créé une vie qui sert de référence à votre référence toute votre vie. On prend toujours le comte de Monte Cristo, Madame Bovary comme exemple, mais quand vous dites tiens, tu fais comme Madame Bovary, ça vous dit quelque chose. C'est comme si c'était une copine. Vous la prenez en exemple, vous racontez sa vie, mais c'est que 26 lettres de l'alphabet. Elle a été créée par un auteur. Je crois que c'est, je ne sais plus qui raconte la visite du château du comte de Monte Cristo avec les, c'est Monte Cristo Alexandre Dumas qui raconte lui-même le château où les gens posent des questions sur le comte de Monte Cristo qui a été enfermé dedans alors qu'il n'existe pas. Votre personnage, celui que l'on peut découvrir dans ce dernier roman, s'appelle donc Oli. Le roman s'appelle Les doigts coupés. C'est disponible aux éditions Métellier. Merci beaucoup, Anne-Laure Kier, d'être venue dans les Midis de Culture. Merci. Alors, pour finir, nous avons choisi 2 chansons, l'une en référence à la figure du criminel et l'autre sur la figure de l'avocat. Est-ce que vous choisissez une chanson sur criminel ou avocat ? Allez, avocat. Je suis l'avocat du diable, un homme peu recommandable, défendant l'indéfendable, fréquentant l'infréquentable. Je suis l'avocat du diable, associé à l'associable, discutant l'indiscutable, déshonorant l'honorable. Un garçon plein d'esprit, de contradictions. La liberté d'expression, la liberté d'opinion. Oui mais, vive le mais oui mais, et des messies. C'était l'avocat du diable par Zebra. Merci beaucoup Anne-Laure Kier d'être venue dans les Midis de Culture, une émission préparée par Aïssa Touendoy, Cyril Marchand, Anaïs Isbert, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. C'est Louise André qui réalise ce midi et à la prise de son d'Alia. Merci à tous et à toutes. À demain Géraldine. À demain Nicolas.